Poursuivant des recherches dans des domaines aussi variés que la psychologie, la médecine, les sciences physiques, l'égyptologie, la philosophie et autres branches du savoir, l'Université Rose-Croix Internationale a pour objectif, à travers des conférences, des séminaires et des livres accessibles au public, de promouvoir une approche spiritualiste de la culture. D'où sa devise, la culture au service de la spiritualité. Bienvenue à cette présentation diffusée du Québec. Je suis certain que nous allons passer un bon moment ensemble pour réfléchir sur ce thème « Apprendre à vivre dans un monde incertain ». Je suis Jacques Gélina, conférencier de l'Université Rose-Croix Internationale, connu sous le sigle URCI. Vous pourrez vous amuser à aller sur un furteur pour en apprendre davantage sur ce qu'est l'Université Rose-Croix Internationale. Nous allons diviser notre présentation en deux parties. Dans une première partie, je vais vous effectivement faire part de certaines réflexions qui vont permettre d'amorcer notre discussion, notre réflexion commune. Dans une deuxième partie, nous allons tenter ensemble de continuer la réflexion à partir de vos questions et des éléments de réponse que je pourrai vous apporter. Bien entendu, vous pouvez dès maintenant utiliser le clavardage pour commencer à poser vos questions au fur et à mesure de la présentation. Nous allons donc passer à la première partie. Le titre sous-tend que nous pouvons apprendre à vivre dans un monde incertain. Mais on peut déjà se demander qu'est-ce qu'apprendre, quoi apprendre, vivre, qu'est-ce que ça signifie, et également, qu'est-ce qui est incertain? Parce que bien entendu, le monde n'est pas incertain pour tous et n'a pas la même valeur d'incertitude. Les facteurs pour générer ou susceptibles de générer de l'incertitude sont nombreux. Ces facteurs sont présents dans nos vies et sont également présents dans notre perception du monde. Nous allons donc tenter de réfléchir sur cette incertitude. De quoi s'agit-il? Dans un premier temps, des facteurs personnels sont importants. Ils sont nombreux. En voici quelques-uns à titre d'illustration. Nous pouvons déjà éprouver de l'incertitude par rapport à tous ces facteurs. Bien entendu, nous ne pourrons pas les examiner un à un. L'idée, c'est simplement de faire un tour général pour pouvoir réfléchir sur certains qui nous touchent personnellement. Une étude récente nous indique que les Nord-Américains, particulièrement, deviennent avec le temps de moins en moins tolérants face à l'incertitude, pour toutes sortes de raisons. Les gens se disent également de plus en plus stressés, de plus en plus anxieux, de plus en plus inquiets, déprimés et en colère. Beaucoup de facteurs sont présents pour expliquer cette situation. Il y a également des facteurs qui sont plus globaux. Et plusieurs auteurs les décrivent. Je vous en présente ici quelques-uns, simplement à titre d'illustration. Alors, ce sont des auteurs connus dont vous avez peut-être déjà fait la lecture d'ouvrages. Il y en aurait bien d'autres qui pourraient être cités. Voici les facteurs que ceux-ci évoquent. Comme vous pouvez le constater, ils sont nombreux et la liste n'est pas exhaustive. Mais qu'est-ce qui génère l'incertitude? D'abord et avant tout, notre interprétation des informations auxquelles nous avons accès, notre vision du monde, nos croyances par rapport à nous-mêmes,
par rapport aux autres, par rapport au monde. Et notre évaluation en lien avec notre capacité de composer avec ces facteurs d'incertitude. Un facteur X sera source de grande incertitude pour quelqu'un et pour un autre, pas du tout. Nous pouvons nous poser cette question, comment est-ce que cette interprétation est élaborée? Comment est-ce que nous construisons notre vision du monde, de nous-mêmes, des autres? Comment nous estimons cette capacité à composer avec ce monde? Essentiellement, à l'aide du processus de perception. La perception est un processus par lequel l'individu sélectionne, organise, interprète, conserve et récupère l'information que lui transmet son environnement intérieur et extérieur, et ce, en fonction de son intérêt. Nous pouvons illustrer ce processus de différentes façons. Et c'est une illustration sommaire. Le monde, les autres, nous-mêmes, passent par des filtres neurobiologiques, socioculturels, individuels, qui nous donnent accès à une partie de la réalité que nous sélectionnons, que nous distorsionnons, que nous généralisons par ces processus, par les sens visuels, auditifs, kinesthésiques, olfactifs, gustatifs, et nous développons une vision du monde, des croyances, des valeurs qui sont partiellement conscientes et partiellement inconscientes. Est-ce que le monde est tel que nous le percevons? Non. Pourquoi? À cause des limites des sens, des caractéristiques des sens, des caractéristiques du processus de perception. Est-ce que le monde est tel que nous le concevons? Non. Les nombreux concepts, les nombreux filtres nous amènent à avoir une vision inévitablement partielle et partiale du monde. Par exemple, un des biais intéressants dont nous pouvons parler, c'est ce qu'on appelle le biais du point aveugle. Dans le biais du point aveugle, nous avons l'impression que notre connaissance et notre perception du monde est quelque peu supérieure à celle de nos proches. Ça nous permet de maintenir ou de préserver notre estime. Et ce biais de présomption-là nous amène souvent à dire, si l'autre ne pense pas comme moi, c'est parce qu'il n'est pas bien informé. Si l'autre ne pense pas comme moi, c'est parce qu'il n'est pas capable de bien analyser l'information auquel nous avons accès. Si l'autre ne pense pas comme moi, c'est parce qu'il est de mauvaise foi. Ce biais est très important dans notre relation aux autres et particulièrement dans les périodes où l'incertitude est plus grande. Est-ce que nous avons également un seul état de conscience pour appréhender le monde? Bien entendu, la réponse est non. Quotidiennement, nous expérimentons de multiples états de conscience. On peut appeler ça des états de conscience modifiés, mais ce terme a déjà une connotation. Pensons tout simplement à l'attention flottante, à ce qu'on appelle à être dans la lune, à la concentration, à la distraction, etc., etc. Conclusion ou constatation, le monde est plus que ce que j'en perçois et en pense, au niveau visible et au niveau invisible. Ma perception du monde ne me donne pas une image fidèle du monde, mais nous sommes obligés de fonctionner avec ces limites, puisqu'elles sont inhérentes à notre constitution. Ce seul fait devrait déjà nous inciter à de la prudence, à de l'humilité, à de l'ouverture quand on échange avec les autres par rapport à notre perception du monde. Qui peut prétendre à la vérité? La perception, c'est une carte du monde. Et une carte n'est jamais le territoire, ce n'est qu'une représentation qui est issue de tous les filtres dont nous venons de parler. Chaque individu, donc, construit sa propre vision du monde. Chaque individu doit apprendre à composer avec cette vision, avec ces cartes, qui, bien sûr, ultérieurement, influencent notre perception. Quelqu'un
d'intéressant, qui est connu, qui s'appelle Albert Einstein, nous a laissé un petit texte dans une lettre qu'il écrivait à quelqu'un. Je vous laisse simplement quelques instants pour lire. Alors nous voyons qu'Einstein réfléchit sur cet aspect de la perception de la réalité. Pourquoi cette introduction? Parce que nous allons cadrer l'incertitude en fonction de tous ces facteurs qui sont ici élaborés de façon très, très succincte. On pourrait en parler des heures pour faire toutes les nuances nécessaires. Nous allons maintenant entrer tout de suite dans le vif du sujet et nous interroger sur apprendre à composer avec un monde incertain. Premier principe, il faut accepter que les crises et que l'incertitude font partie de la vie et de l'histoire de l'humanité. Nous vivons à une époque où on tente de nous faire croire que nous pouvons ou que nous pourrons un jour avoir le parfait contrôle sur l'ensemble de la vie, sur l'ensemble de notre vie et sur l'humanité. Force est de constater, quand on observe ce qui se passe dans le monde, qu'on est de loin pas du tout près d'atteindre un objectif comme celui-là. Rien n'est certain ultimement. Et en même temps, de cette incertitude naît le possible. Si tout était certain, tout serait prévu en quelque sorte. Tout serait prévisible. Nous n'aurions pas de surprise. Et c'est difficile pour nous d'accepter l'incertitude du monde parce que nous avons besoin, pour nous rassurer personnellement, de croire en une certaine prévisibilité. Nous avons besoin de croire que nous avons un certain contrôle sur nous-mêmes, sur les autres, sur le monde, dans une certaine mesure. Deuxième principe, accepter que l'avenir appartient à l'improbable plus qu'au probable et que notre capacité de le prédire est très imprécise. On n'a qu'à observer l'histoire pour illustrer ça a posteriori. Bien des événements mondiaux n'ont pas pu être prévus, même par les plus sages de leur époque. On ne peut pas prévoir exactement ce qui va se passer dans notre vie et dans ce monde dans un horizon aussi bref qu'une année et même parfois quelques mois. Cette improbabilité fait partie d'un élément avec lequel nous devons apprendre à composer. Donc, autre élément important, nous devons être prudents face à l'évaluation de notre propre vie et de l'état du monde. Plein d'auteurs ont réfléchi sur cette question. Et plein d'auteurs nous amènent, par exemple, une vision qui va à contre-courant de ce à quoi on est régulièrement confronté, qu'à plusieurs égards, le monde va peut-être mieux que nous ne le pensons. Or, c'est pas ce que majoritairement nous pensons. Nous sommes convaincus à plusieurs égards que le monde va plus mal que jamais et qu'il n'y a que catastrophe à l'horizon. Et cette vision était vraie à toutes les époques de la planète. Oui, nous pouvons dire que ça n'a jamais été à cette échelle, que c'est pas pareil, mais il n'y a pas une époque qui est pareille, il n'y a pas une vision du monde qui se maintient dans le temps. Autre élément important, puisque l'incertitude fait partie de la vie, puisque nous ne pouvons pas contrôler l'avenir, nous devons apprendre à utiliser diverses stratégies. La première, éviter l'évitement. Quand quelque chose nous rend incertain, une des stratégies premières que nous avons tendance à utiliser, c'est de penser à autre chose, de nous distraire, de faire quelque chose qui va nous permettre justement de ne pas être confrontés avec ce qui nous dérange profondément. Et pour ce faire, il faut essayer de s'entraîner au quotidien. Cette tolérance à l'incertitude, c'est comme un muscle en quelque sorte. On peut s'entraîner également au niveau cognitif. Bon, il y a un paquet de stratégies utilisées en psychologie qui vont travailler sur
l'incertitude, comment travailler le test des 3 passoires, donc on pense le dialogue socratique pour questionner ce qui est en train d'arriver ou ce que nous pensons qui est en train d'arriver. Également, la stratégie des 3 F. Les faits, ce que cela me fait, ce que je peux faire, et que ce soit intérieur ou extérieur. Autre stratégie, la stratégie du ralentir, observer, choisir. Ralentir, prendre du recul, prendre conscience, analyser ce qui est en train d'arriver. Observer, observer mes émotions, mes pensées, mes réactions. Choisir, que puis-je faire? Augmenter donc notre tolérance à l'incertitude en utilisant, par exemple, des stratégies d'harmonisation. Les stratégies de base que nous connaissons tous, apprendre à respirer de façon adéquate, utiliser la méditation, utiliser la cohérence cardiaque, utiliser la relaxation, etc., l'exercice physique. Utiliser également des stratégies d'harmonisation à teneur plus spirituelle, ce qu'on appelle l'éveil psychique, la visualisation, l'utilisation de sons thérapeutiques, la thérapeutique, par exemple rosicrucienne. Une multitude de possibilités existent, mais nous, les êtres humains, avons tendance à les utiliser uniquement en temps de crise, alors que c'est avant que les habiletés, les capacités se développent. Également, on peut s'impliquer dans des activités qui contribuent à réduire l'incertitude, qu'elles soient individuelles ou collectives. Dans le que puis-je faire, ça ne veut pas dire juste de traiter l'information à l'intérieur, mais d'essayer de faire quelque chose qui va provoquer un changement ou une amélioration de la situation. Autre élément, reconnaître les mécanismes qui augmentent et maintiennent nos incertitudes. Les modes de pensée et de croyance, nos biais, nos distorsions cognitives, nos expositions excessives à l'information. Si nous nous branchons régulièrement sur les bulletins de nouvelles de notre région, nous allons développer rapidement un sentiment que le monde est épouvantable, alors qu'au même moment, de merveilleuses choses se passent dont nous n'entendons pas parler parce que ce n'est pas ce qui intéresse les médias en premier lieu. Donc, notre vision du monde va être distorsionnée parce que la source d'information à laquelle nous nous abreuvons a simplement un a priori, un biais. Et c'est normal, chaque source d'information n'est pas neutre. Et c'est important parce que de nombreuses études vont établir un biais entre notre état intérieur, par exemple, est-ce que je suis anxieux? Est-ce que je suis obsessionnel compulsif? Est-ce que je suis dans un état dépressif? Bon, etc., et notre réaction aux événements de notre vie. Développer également des attitudes positives, transmuter celles qui sont moins facilitantes, dépasser par exemple le cynisme, le découragement, la méfiance, la révolte, l'opposition, développer davantage la lucidité, la sagesse, le courage, la confiance. Nous pouvons nous appuyer sur ces attitudes-là pour justement faire face à l'incertitude. Si nous maintenons les premières, le monde va devenir encore de plus en plus incertain parce qu'à l'intérieur de nous, nous cultivons l'incertitude. Il faut aussi, bien entendu, redécouvrir l'émerveillement, être opti-réaliste, cultiver l'humour, le rire, le plaisir sain, admettre ses limites, admettre que nous ne pouvons pas tout faire, que nous ne pouvons pas tout changer, aussi ferme soit notre résolution, soit notre intention. En fait, nous devons essayer d'être formidables plutôt que formidables. Formidable parce qu'une fourmi est une unité d'une collectivité et que son rôle prend son sens uniquement en rapport avec la collectivité. Quand nous essayons d'être formidables, nous essayons simplement de faire quelque chose d'extraordinaire, ce qui nous amène une pression immense et ce qui nous amène dans l'illusion de pouvoir faire changer les choses. Les sociétés changent à une vitesse très différente de la vie d'un individu. Être formidable, c'est s'unir collectivement vers un même but. Alors qu'être formidable, c'est vouloir se distinguer et briller tout simplement pour, oui, peut-être avoir de bonnes intentions de changement, mais
Quand chacune des fourmis joue son rôle, l'ensemble devient plus fort. Travailler également à améliorer sa santé mentale. Malgré qu'on peut considérer à plusieurs égards que le monde est en folie, on n'est pas obligé d'être trop fou nous-mêmes. Un vieux dicton québécois dit « Un fou qui sait qu'il est fou est moins fou qu'un fou qui ne sait pas qu'il est fou ». Et la santé mentale, ce n'est pas l'absence de problèmes, c'est la prise en charge, soigner nos blessures, connaître nos caractéristiques. L'être humain parfait n'existe pas. Renforcer également la résilience en prenant soin de nous. Et je ne m'attarderai pas très longtemps là-dessus. Il y a des choses de base comme la qualité de vie, la qualité du sommeil, l'alimentation, etc., etc. Cette capacité nous aide à composer avec l'incertitude. Également, ne pas sous-estimer notre capacité d'adaptation. Plusieurs études nous démontrent très clairement que les gens surestiment à quel point ils vont être anéantis si tel ou tel événement survient et sous-estiment leur capacité d'adaptation. On n'a qu'à voir les catastrophes auxquelles nous sommes confrontés à travers le monde pour constater à quel point l'être humain est résilient, malgré parfois l'horreur et l'impossibilité de faire quoi que ce soit, sauf essayer de survivre. Se connecter également à plus grand que soi. Qu'est-ce qui donne un sens à votre vie? Qu'est-ce qui transcende votre existence? Qu'est-ce qui, justement, est de l'ordre de la fourmilière? Encore une fois, de nombreuses études indiquent que les gens qui ont des croyances à teneur spirituelle vont mieux résister à l'inquiétude, à l'incertitude. Changer finalement sa vision du monde. Rappelons-nous, le monde n'est pas tel que je le perçois, le monde n'est pas tel que je le conçois. Si je conçois le monde comme étant qu'incertitude, je peux donc être certain, à tout le moins, d'avoir tort partiellement. Qu'est-ce que je fais avec ma pensée? Bien entendu, ça implique peut-être potentiellement de nous remettre en question dans des choses fondamentales. Et pour terminer cette brève présentation, s'initier à la pensée complexe. Les problèmes que nous vivons à travers le monde sont complexes. Lorsque nous tentons d'apporter des solutions simples, pour ne pas dire simplistes, il est certain qu'elles ne seront pas adéquates. Quelqu'un comme Edgar Morin a beaucoup réfléchi dans sa vie sur cet aspect, et il y a d'autres auteurs également qui l'ont fait. On a donc fait un tour d'horizon très, très sommaire. Bien entendu, on aurait pu en parler beaucoup plus longtemps. J'ai essayé simplement de dresser quelques images, quelques tableaux pour alimenter votre réflexion. Et maintenant, je vous laisse la parole à travers les questions que vous avez adressées ou que vous pourrez continuer à adresser. Et bien entendu, je n'ai pas la prétention d'avoir les réponses, je n'ai que la prétention de partager quelques réflexions avec vous, tout simplement. Alors, est-ce qu'on a déjà quelques questions? Oui? Merci. Parlez-nous des états de conscience modifiés. Quels sont-ils? À quoi servent-ils? On pourrait passer les prochaines 25 heures à parler de ça. Brièvement, on a beaucoup accolé à un état étrange à état de conscience modifié. Un état de conscience modifié, comme je l'expliquais brièvement tout à l'heure, c'est simplement veille, éveil, sommeil, être dans un état semi-léthargique. Et on peut parler des autres états qui sont l'état qu'on atteint, par exemple, dans un état de relaxation. On n'est pas dans le même état de conscience, dans l'état par exemple, de méditation que l'on peut atteindre. À quoi servent les états de conscience? Bien, essentiellement, à appréhender le monde d'un certain point de vue, d'une certaine facette. Sinon, le monde serait monologique, c'est-à-dire qu'il n'aurait qu'une seule réalité, qu'une seule vision. Le monde est tellement riche que pour l'appréhender, nous sommes dotés de différentes facettes pour l'appréhender. Et c'est ce qu'on appelle les états de conscience modifiés. Et c'est un mauvais terme parce qu'on dit état de conscience modifié parce qu'on présuppose, quand on crée ce terme-là, qu'il y a comme un état de conscience qui est dit normal. Voici la normalité, voici l'état que vous devriez avoir. Et tous les autres états sont donc des états modifiés avec une connotation un peu parfois étrange, ce qui n'est pas le cas.
Quelles sont les croyances à teneur spirituelle? Encore une fois, question gigantesque. Premier élément, spiritualité est un mot sur lequel il n'y a pas de consensus. À de nombreuses époques, la spiritualité était confondue avec la religiosité. On ne pouvait être spirituel qu'à l'intérieur d'une religion. Nous avons donc, à travers le temps, par la force des choses, remis en question cette façon de concevoir la spiritualité. Il peut y avoir spiritualité à l'intérieur d'une religion, il peut y avoir spiritualité à l'extérieur d'une religion, et la spiritualité ne connotera pas nécessairement la même chose. Donc, la première difficulté avec spiritualité, c'est d'abord de définir pour soi-même qu'est-ce que ça veut dire pour moi. À partir de là, toute une série de réflexions vont nous amener à construire une vision de la spiritualité qui vont être alimentées par toutes sortes de croyances. Bon, par exemple, on peut avoir une spiritualité qui inclut des croyances relatives à la réincarnation, par exemple. On peut avoir une spiritualité qui n'est pas du tout en lien avec cette croyance-là. Et est-ce que quelqu'un est plus ou moins spirituel? Non, il est spirituel au-delà de la façon restrictive de concevoir le monde en disant le monde n'est pas juste ce que mes sens me permettent de percevoir, le monde n'est pas juste ce que ma conscience, entre guillemets, ordinaire me permet de percevoir. D'autres questions, je vais ici référer à quelques questions qui ont été posées en préalable. Comment puis-je me sortir de la détresse émotionnelle dans laquelle je me trouve? J'ai même dû commencer à consulter ce que je n'avais jamais fait auparavant. Puis-je m'en sortir seul? Puis une question qui est un peu en parallèle, que je vais prendre en même temps. Je suis vraiment anxieuse face à tous ces changements qui se passent sur la planète entière. La COVID, la montée de l'intelligence artificielle, les pays totalitaires, la surpopulation de notre Terre, etc., etc. J'ai vraiment l'impression que nous sommes dans une phase de non-retour, qu'il est presque trop tard. Est-ce trop tard? Mon niveau d'anxiété est vraiment élevé face à ces constats. Ces deux questions-là sont en plein cœur du sujet qu'on aborde aujourd'hui. Dépendamment de comment on perçoit les choses, le monde sera catastrophique ou il sera en crise. Encore une fois, crise, occasion de croissance. Quand une crise survient, il y a un phénomène qu'on appelle la désorganisation. Et la désorganisation va permettre à une organisation différente d'émerger. Bien entendu, quand nous sommes dans la crise, ce n'est pas un moment agréable. Mais il faut rester ce qu'on appelle opti-réaliste. Je demeure optimiste parce que je sais que l'humanité, d'une façon ou d'une autre, va trouver les moyens de passer à travers la ou les crises, quelles qu'ils soient. Oui, c'est certain qu'il y aura ce qu'on pourrait appeler des dommages, qu'ils soient collatéraux ou non. Oui, une crise va laisser des traces. Oui, une crise va nous affecter à différents niveaux. C'est impossible qu'il y ait une crise sans qu'il y ait d'effets. Ce que nous craignons souvent, c'est que la crise vienne affecter notre intégrité, qu'elle soit physique, qu'elle soit mentale, qu'elle soit psychologique, qu'elle vienne même parfois affecter notre niveau de confort. Nous souhaiterions tous que là où les crises se résolvent pour que le monde soit comme avant, qu'il soit plus prévisible, qu'il nous permette de mieux fonctionner. Or, est-ce qu'il est trop tard? La question est oui, il est trop tard. Le monde ne peut être que changement. Et qui ne peut être que changement, et le changement du monde est souvent celui que nous ne choisissons pas. Est-ce que collectivement, nous pouvons choisir des choses qui permettraient d'améliorer notre monde? Oui. Est-ce que nous arriverons à le faire? Je ne le sais pas. Est-ce qu'il y a de multiples tentatives qui sont faites en ce moment même pour essayer de composer avec ce monde incertain et d'éviter que là où les crises s'intensifient et deviennent davantage catastrophiques? La réponse est oui. Est-ce que ce sera suffisant? Je ne le sais pas, encore une fois. Rappelez-vous, un des points disait, notre capacité de percevoir ce qui se produira dans l'avenir est très faible. Et c'est pour ça qu'il faut tenter de demeurer optimiste tout en étant réaliste. Qu'est-ce que je puis faire? Une autre métaphore qui est souvent utilisée, c'est la métaphore du colibri.
que vous connaissez probablement. Je vous le raconte brièvement. Feu de forêt, dans un conte, les animaux se sauvent, un colibri va dans le lac, prend une petite goutte d'eau et l'amène au brasier. Dans les contes, les animaux parlent, c'est joli. Alors donc, les animaux lui demandent, mais pourquoi est-ce que tu fais ça? Ça ne servira à rien. Tu n'es qu'un petit colibri qui amène une petite goutte d'eau à chaque fois. Ce sera impossible pour toi d'éteindre cet incendie. Et que le colibri de répondre, je fais simplement ma part. Alors la question, c'est quelle part nous prenons à tout ce qui se passe? Plutôt que de déplorer, plutôt que d'avoir peur, plutôt que d'anticiper, qu'est-ce que nous faisons au quotidien pour essayer d'abord et avant tout de préserver ce qui est préservable, de contribuer aux changements que nous pensons qui doivent arriver? Qu'est-ce que nous faisons? Plutôt que qu'est-ce que nous appréhendons? Les croyances spirituelles, je vais m'arrêter là parce qu'on pourrait en parler encore fort longtemps. Il y aura peut-être d'autres questions qui me permettront d'apporter des éléments particuliers. Quel espoir y a-t-il pour l'humanité? Je vais peut-être vous paraître étrange, mais pour moi, tous les espoirs sont permis. Et c'est le jour où nous perdrons espoir que nous serons perdus. Parfois, il faut savoir même être désespérément optimiste. Il faut essayer jusqu'au dernier moment. Il faut essayer de toutes les façons possibles et imaginables. Lorsque l'espoir est perdu, en tout cas pour nous, c'est le début de la fin. Donc, y a-t-il de l'espoir pour l'humanité? Je crois fermement que oui. Mais cet espoir dépend de chacun de nous, dépend de chacun des petits gestes insignifiants, comme le colibri semble le faire dans le conte dont je vous raconte. Il dépend de chacun des gestes que nous faisons. Comment peut-on arriver à changer sa vision du monde? Encore une fois, grande question. Premièrement, en apprenant à connaître sa vision du monde. Quelle est ma vision du monde? Comment je me définis moi-même? Comment je définis les autres? Comment je définis le monde? En sachant, rappelez-vous, que cette vision, ce n'est pas la vérité. Ce n'est qu'une construction temporaire à partir de laquelle je vais fonctionner. Donc, premier élément, prendre conscience de ma vision. Confronter ensuite cette vision-là à celle des autres pour apprendre des autres et que les autres apprennent également de nous. Et c'est en confrontant notre vision qu'on est susceptible de remettre certains aspects de cette vision-là en question et de décider ce que nous allons changer. Et en même temps, les croyances sont construites d'une certaine façon. Une croyance toute seule, ça n'existe pas. Une croyance, ça vient toujours en grappe, ça vient toujours en groupe. Changer une croyance, ça implique, un peu comme dans un effet domino, d'en changer probablement plusieurs en même temps. Et c'est pour ça que généralement, nous sommes si résistants à changer nos croyances, surtout si elle est fondamentale. Si, par exemple, prenons un exemple simple. Je crois ou je ne crois pas à l'existence de la vie après la mort physique. Changer cette croyance-là, selon que j'y crois ou que je n'y crois pas, implique une multitude d'autres croyances qui vont être corollaires. Par exemple, si je crois à l'existence de la vie après la mort, ben, je pourrais, par exemple, croire à la réincarnation. Pas nécessairement, il y a d'autres façons de concevoir la vie après la mort. Donc, vous vous rendez compte, tout est lié. Et parce que tout est lié et que ça devient un peu un pilier sur lequel on construit notre façon de fonctionner, notre résistance à changer certaines croyances, surtout si elles sont fondamentales, va être très grande. C'est pour ça, quand on est en contact avec quelqu'un qu'on appelle de radicaliser, qu'il est si difficile de faire changer ou de faire évoluer la croyance de cette personne-là, parce que c'est essentiel et indispensable pour elle de ne pas pouvoir changer. La meilleure attitude quand on approche, qu'on est approché par quelqu'un qui est radicalisé, ce n'est pas de le confronter, ce n'est pas d'essayer de le faire changer d'idée, c'est de l'accueillir, d'essayer de le comprendre, d'essayer de l'accompagner, d'essayer de l'aider à se questionner sur ses croyances pour qu'éventuellement, peut-être, il se passe quelque chose pour lui. Y a-t-il quelque chose qui pourrait restreindre l'évolution de notre conscience ou celle de notre âme? Oui. La première chose qui peut restreindre l'évolution de notre conscience ou celle de notre âme, c'est nous-mêmes. Que faisons-nous avec cette conscience-là? Et rappelons-nous, on parle de conscience, mais il y a des consciences, des niveaux de conscience. Est-ce que je suis sensible à
à tout le spectre auquel je peux, en tant qu'être humain, avoir accès? Si la réponse est oui, je peux donc optimiser, disons ça comme ça, en quelque sorte, la capacité d'avoir accès à de multiples éléments de conscience. Bien entendu, il y a les autres, il y a la société, il y a l'époque dans laquelle je vis, qui peuvent restreindre l'évolution de notre conscience. Y a-t-il une raison à toute crise? Non, il n'y a pas une raison, il y a des raisons. Une crise n'émerge jamais à partir d'un seul facteur. Et c'est pour ça tout à l'heure que je parlais de la notion de pensée complexe. On a tendance à simplifier en essayant d'attribuer une cause qui déclenche le phénomène. Je vous donne un exemple simple. Est-ce que je peux prévoir la trajectoire d'une boule de billard à partir du coup que je vais donner dessus? La réponse est oui. Est-ce que je peux prévoir la trajectoire de tout un ensemble de boules de billard de la même façon? Non. On tombe dans des modèles, bon, entre autres choses au niveau mathématique, la théorie du chaos, les théories probabilistes, qui nous amènent à justement estimer les choses, mais on ne peut pas les prévoir avec exactitude. Donc, on pourrait dire, crise simple, je donne un coup à la boule frappe la bande. Il y a un facteur qui crée cette situation-là, mais la réalité ne correspond pas à ça. C'est simplement un modèle d'analyse qui simplifie la réalité. La réalité correspond davantage à une boule frappe un ensemble de boules et il y a une multitude de phénomènes qui se produisent qui ne peuvent être qu'estimés qu'en termes de probabilité. Comment gérer mon éco-anxiété? Effectivement, c'est un terme qui est apparu depuis quelques années. En fait, tous les éléments que j'ai mentionnés précédemment peuvent contribuer à travailler sur l'éco-anxiété. L'éco-anxiété, c'est une anxiété particulière, mais c'est en même temps une anxiété qui repose sur le grand socle de l'anxiété générale. Alors, toutes les stratégies utiles pour gérer l'anxiété, par exemple dans les approches en TCC, en thérapie cognitivo-comportementale particulièrement, qui permettent aux gens qui vivent de l'anxiété à apprendre à les gérer de façon adéquate, peuvent être utiles par rapport à l'éco-anxiété. L'éco-anxiété, c'est simplement le nom qu'on a donné à cette anxiété attribuée à l'état de l'environnement, à la crise environnementale, etc., etc. Mais d'abord et avant tout, c'est de l'anxiété. Comment faire d'une crise une opportunité? Ça dépend ce que j'en fais. Je peux décider de laisser la crise me vaincre. Parce que, essentiellement, disons ça comme ça, pour faire de façon un peu caricaturale, une crise peut provoquer essentiellement 3 types de réactions, un peu comme l'anxiété. Premier type de réaction, j'ai tendance à fuir ou à éviter. Je ne veux pas, à la limite, me confronter à cette crise-là, pour toutes sortes de raisons. Deuxième type de réaction possible, je peux figer, je peux être paralysé, je peux vivre de l'impuissance, comme par exemple par rapport au changement climatique. Beaucoup d'entre nous vivent cet état-là. On se sent tellement petit, tellement impuissant à changer quoi que ce soit. On a l'impression que les changements arriveront jamais. Troisième réaction possible, c'est affronter, réagir. Qu'est-ce que je peux faire à mon niveau? Je peux peut-être pas aller changer la production de pollution à travers l'Amérique du Nord, c'est pas dans mon pouvoir. Mais qu'est-ce que je peux faire à mon niveau? Quels sont les petits gestes qui, quotidiennement, vont me permettre de contribuer, de faire d'une crise potentielle une occasion d'opportunité? Prenons l'exemple de la pandémie que mondialement nous vivons déjà depuis trop longtemps, diraient plusieurs. Mais beaucoup de personnes ont utilisé cette crise pour apprendre des tas de choses sur eux, sur le monde. Beaucoup en ont profité pour faire des remises en question. Et beaucoup ne souhaitent pas nécessairement revenir à la façon dont ils fonctionnaient précédemment, parce que justement, ce moment leur a permis de constater un certain nombre de choses à partir duquel ils ont l'intention de modifier leur façon de vivre. Donc, c'est un exemple de crise utilisée comme une opportunité. C'est une opportunité d'appliquer ce que j'ai compris, ce que j'ai appris, de modifier ma vie, potentiellement de modifier mes croyances et d'intervenir à travers ma propre vie et celle des autres d'une manière différente. Comment développer des techniques pour éviter de paniquer, d'être anxieux? Je pense que j'ai déjà répondu de façon globale. Aller plus loin là-dedans, ça nous amènerait dans des développements un peu trop techniques.
Il existe une abondante littérature sur le sujet que vous pouvez consulter. Et si vous avez besoin, ben, il y a toujours effectivement la consultation qui vous permet parfois d'être accompagné lorsque tout seul, vous ne pouvez pas vous en sortir. Exemple du colibri. Montre-t-elle pas que nos convictions puissent vaincre nos incertitudes? Encore, je suppose, faut-il que nos consciences soient issues d'une part de connaissance? J'essaie de comprendre la question. Oui, on peut dire ça comme ça. Le colibri, si il était entré dans le mode de pensée des autres animaux tels que décrits dans le conte, il serait resté dans la peur. Parce que dans le conte, on indique que les autres animaux ont peur, ils veulent se sauver, ils ne veulent pas intervenir. Le colibri décide de ne pas figer, décide de ne pas éviter, décide de ne pas fuir. Il décide d'affronter, malgré sa petitesse, malgré l'apparente impossibilité pour lui de surmonter cette crise, il décide de faire ce qu'il peut faire. Donc oui, on pourrait dire ça comme ça, toujours dans le conte, le colibri a pris conscience de la situation et il a décidé d'y réagir en tentant de faire ce qu'il pouvait faire, aussi insensé ou impossible que ça semblait être. Alors oui, nous pouvons effectivement utiliser notre quotidien. Et encore une fois, rappelez-vous, être formidable, c'est utiliser les petites choses de la vie. C'est agir, l'expression small is beautiful, c'est dans les petites choses que nous pouvons générer de grands changements. Qu'est-ce que je peux faire pour influencer autour de moi afin que cette ère de narcissisme et d'égoïsme depuis quelques décennies prenne un visage positif? Ben, d'abord, essayer d'être moins narcissique moi-même, d'être moins égoïste moi-même. Ça commence déjà par ça. Un dénommé Gandhi disait: soyez le changement que vous voulez voir apparaître dans le monde. À quelque part, influencer les autres, ce n'est pas quelque chose auquel on doit travailler activement, parce qu'on risque de se prendre au sérieux, ce qui n'est pas généralement gage de succès. On doit d'abord essayer de travailler sur nous, de reconnaître nos points forts, nos points faibles, et de travailler sur ce matériau extraordinaire qui est déjà très riche et très difficile. C'est difficile de travailler sur nous, c'est difficile de changer. Et déjà, en étant, par exemple, si je travaille sur moi et que j'arrive à avoir plus de sérénité, d'être moins dans l'incertitude que je communique aux autres, j'influence les autres positivement. Et influencer les autres positivement, c'est encore une fois pas nécessairement faire de grandes choses. C'est être le mieux que nous pouvons être. Si je veux que le monde soit apaisé, il faut que je devienne apaisant. Si je veux que le monde devienne moins narcissique, il faut moi-même que je travaille à composer avec ceux que je considère narcissiques. Et encore une fois, quand on dit ce monde narcissique, c'est un jugement de valeur. Il l'est à certains égards. Certaines personnes le sont, mais toutes les personnes ne le sont pas. Et bien entendu, quand on dit ça, on va se dire, mais moi, je ne le suis pas narcissique, ce sont les autres qui le sont. Ce qui peut poser parfois des problèmes de perception. Les limites de nos perceptions impliquent une inexactitude constante par rapport à la réalité. Le danger ne serait-il pas justement d'avoir des certitudes? Oui, dans un sens, on pourrait dire ça comme ça. Mais en même temps, comme je disais préalablement, on ne peut pas fonctionner sans un certain niveau de certitude. Je donne un exemple simple. Si lorsque je me lève le matin, je ne suis pas certain que le plancher va supporter mon poids, je ne me lèverai pas du bon pied. Donc, j'ai besoin d'avoir la certitude qu'en sortant de mon lit, le plancher risque de supporter mon poids. Donc, c'est un exemple simple. Je ne peux pas fonctionner sans un certain nombre de certitudes. C'est impossible. Par ailleurs, quand la certitude devient vérité, dans le sens restrictif du terme, quand ça devient ma vision du monde, mes certitudes correspondent à ce qui est, et tous ceux qui ne pensent pas comme moi sont dans l'erreur. Rappelez-vous tout à l'heure le billet de confirmation. Là, il y a un problème. Donc, impossible de ne pas avoir de certitude, mais disons ça comme ça. Tant que je maintiens la notion de certitude relative, je risque d'être dans une voie intéressante.
Parce que quand je suis trop certain, je vais être entré en fermeture. Mais en même temps, j'ai besoin d'être certain que le plancher va supporter mon poids si je me lève le matin. Sinon, je vais rester en petite boule dans mon lit et je n'oserai pas quitter le lit, ce qui n'est pas très, très utile. Quelles sont les différentes manières de concevoir la réincarnation? Oh, grande question encore une fois. La réincarnation, c'est un concept qui date de fort longtemps dans l'histoire de l'humanité. Effectivement, il a été utilisé selon différentes approches, selon différentes cultures, selon différentes approches religieuses. On parle de métempsychose, on parle de réincarnation, on parle de transmigration. Il y a beaucoup de termes là, qui correspondent à des visions particulières. Encore une fois, sans développer ça de façon très exhaustive, certaines cultures vont penser qu'on peut se réincarner de toutes sortes de façons, en toutes sortes, par exemple, d'êtres de différentes espèces. D'autres vont concevoir qu'on se réincarne avec un processus évolutif. D'autres vont concevoir la réincarnation à partir d'une vision de l'après-vie de multiples façons. Ce qui est intéressant sur la réincarnation, quand on lit sur ce phénomène, quand on se met à y réfléchir, c'est qu'à ce jour, il existe des convictions personnelles plus que des démonstrations scientifiques. Parce que vous savez, la science est comme nous. Quand un phénomène l'agace trop, elle décide de l'éviter, de ne pas l'étudier. Même chose pour nous, quand quelque chose nous agace trop, nous avons tendance à l'éviter, à le mettre de côté, à le ridiculiser, à le tasser. Alors, la réincarnation, quand on fait une lecture là-dessus, puis il y a quelques années, j'avais fait une recherche assez exhaustive sur le sujet, on pourrait s'amuser à dire il y a autant d'arguments en faveur de la réincarnation que d'arguments contre la réincarnation. La question, c'est si j'y crois, je vais donc, en fonction du biais de confirmation, accorder de la valeur aux hypothèses qui m'amènent à confirmer ma croyance. Si je n'y crois pas, je vais accorder du crédit aux arguments qui m'amènent à dire, vous voyez bien, j'ai raison, ça n'existe pas, on me le dit. Alors donc, encore une fois, la croyance est au centre de ça. Il y a des gens pour qui croire à la réincarnation, c'est source d'inquiétude et d'incertitude. En quoi vais-je me réincarner? En lampadaire? Il y a toutes sortes de questions qui peuvent se poser par rapport à ça. Comment les enseignements de l'Ordre de la Rose-Croix à mort peuvent aider à être moins incertains? De multiples façons. Les enseignements nous aident justement à réfléchir sur notre vision du monde, nous proposent une multitude d'expériences, d'exercices, de concepts qui nous permettent de nous confronter. Un des points importants dans les enseignements rosicruciens, c'est de demeurer un vivant point d'interrogation. L'Ordre de la Rose-Croix n'a jamais eu la prétention d'apporter la vérité. Elle a la prétention de s'inscrire dans une approche traditionnelle de réflexion qui ont été et qui sont enrichis au fil du temps et qui apportent des éléments non pas anodins, mais appuyés, parce que à notre époque, on est dans une ère où on est ce qu'on appelle dans le relativisme absolu, ce qui nous fait dire que toutes les croyances se valent, toutes les croyances sont égales, on peut croire à n'importe quoi, respectons tout le monde et il n'y a rien de vrai. On tombe dans l'autre extrême. Il y a des croyances qui sont peut-être plus fondamentales ou plus vérifiées que d'autres. Je vous donne un exemple. Est-ce que vous croyez à l'existence des atomes? Probablement que pour vous, c'est une croyance fondamentale. On vous a appris ça à la petite école et ça fait partie de votre construction de l'univers. Avez-vous déjà vu un atome? Probablement pas, à moins d'avoir été invité par des grands scientifiques dans des appareils excessivement complexes et excessivement coûteux. Dans ce cas-là, on achète la croyance de quelqu'un d'autre, au pluriel, en se disant que cette croyance a été vérifiée, 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 vérifiée. Alors, quelqu'un qui aujourd'hui vous aborderait et vous disait je ne crois pas à l'existence de l'atome, probablement qu'il n'y aurait pas beaucoup de succès auprès de vous. Cette croyance-là est pour vous acquise. Cette croyance-là va de soi. Même si vous n'avez jamais pu vérifier vous-même que l'atome existe. Alors, il y a des choses encore plus compliquées que ça qui nous permettent de fonctionner.
Quels sont, ici dans notre monde actuel, on observe 2 tendances, ceux qui veulent avancer et les autres qui stagnent et reculent. Comment concilier cette dualité? Ben, il faut d'abord décider de quel groupe on veut faire partie. Est-ce que je veux faire partie de ceux qui avancent ou de ceux qui stagnent? Et déjà constater que les autres stagnent, c'est peut-être sans le vouloir contribuer à la stagnation. Les êtres humains ne changent pas à la même vitesse. C'est impossible que nous soyons tous d'accord sur comment changer, dans quelle direction changer. À partir du moment où nous sommes en confrontation sur comment on doit changer, très souvent, on n'a pas d'énergie à mettre justement dans le changement parce qu'on est en train de s'obstiner sur comment on devrait faire les choses. À un moment donné, il faut sortir de ces débats stériles-là qui nous éloignent de l'objectif. Je veux que les choses changent. Qu'est-ce que je peux faire pour y contribuer? Qu'est-ce que je peux faire pour permettre aux autres de contribuer à leur façon? Les autres changent peut-être pas comme moi je le souhaite, mais est-ce que ça veut dire qu'ils reculent? Peut-être que c'est l'évaluation que j'en ai. Vous savez, je vous donne un exemple. En psychologie, il y a plusieurs années, il y avait des modèles qui étaient à tendance très matérialiste. On appelait ça, mettons, le modèle behavioral. Or, plusieurs années plus tard, et j'en fus le premier surpris, c'est de ces modèles-là qui ont évolué qu'est venue la thérapie cognitivo-comportementale, qui valorise particulièrement la méditation. Vous m'auriez parlé de ça dans les années 80 et je vous aurais dit impossible que modèle comme celui-là puisse faire émerger de telles pratiques. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé. Donc, c'est une belle démonstration de ma faible capacité de prévoir ce qui va se passer dans le temps, même dans mon champ de connaissances, et de parfois être surpris de ce qui nous apparaît comme étant un recul, comme une stagnation, comme une vision très étriquée de l'être humain, peuvent naître des choses qui contribuent à leur avancement. Donc, on est resté ouvert, ça nous amène à considérer la surprise. Et le monde est surprenant. Ce que je dis souvent aux gens que je rencontre, c'est la vie est généreuse, le monde est généreux, mais pas toujours comme on l'attend, pas toujours comme on souhaiterait. Mais cette générosité-là va impliquer que nous en fassions quelque chose. Et c'est là le grand défi. La vie, c'est pas ce que je souhaite qu'elle soit, c'est ce que je fais avec ce qui arrive, que je le souhaite ou non. Et d'ailleurs, il faut faire attention à ce qu'on souhaite parce que parfois, il y a des tas de choses qu'on souhaite qui sont pas nécessairement bons pour nous, mais on se les souhaite quand même. Comment ne pas sous-estimer sa capacité à s'adapter au changement dans un monde incertain? L'expérimenter. Je vous donne un exemple simple. Beaucoup de personnes aujourd'hui ne peuvent sortir sans leur cellulaire. Beaucoup de personnes ne peuvent sortir et aller quelque part sans avoir à recourir à leur GPS. Expérience horriblement simple. Sortez de chez vous une journée, n'amenez pas votre cellulaire. Allez à quelque part, pas un endroit que vous connaissez, là, pas à l'épicerie du coin où vous allez 3 fois par semaine, là, mais un endroit que vous connaissez moins et n'utilisez pas votre GPS. Vous êtes en train de faire quelque chose d'horriblement simple, mais qui vous permet de vous entraîner à ce niveau-là à recomposer avec l'incertitude. On essaie par tous les moyens aujourd'hui d'éviter l'incertitude. Arrive un événement, on déclenche des enquêtes gigantesques, on essaie de dire ce qui n'arrivera plus jamais, on essaie de prétendre qu'on va pouvoir arriver à gérer le risque zéro, ce qui est une utopie. Le risque zéro n'existe pas. Vivre, c'est risquer à chaque jour parce qu'il peut nous arriver plein de choses. Plein de choses, si je suis anxieux, négatives, plein de choses, mais aussi positives. Et généralement, c'est davantage de choses positives qui nous arrivent que de choses négatives. Donc, encore une fois, restez ouvert. En quoi est-ce que la spiritualité peut m'aider à traverser mes peurs et faire confiance que le monde traversera la crise positivement? Je pense que j'y ai partiellement répondu précédemment. Je dirais essentiellement une façon de traverser les crises, c'est d'avoir un ancrage intérieur.
c'est d'avoir une vision, d'avoir des guides. La spiritualité nous permet de nous appuyer sur quelque chose qui peut devenir excessivement solide à l'intérieur de nous, malgré les tempêtes qui semblent être présentes dans notre vie. Les crises ne seraient pas la base de l'évolution humaine. Oui, plusieurs auteurs le disent. Regardez l'histoire de l'humanité. L'humanité évolue de crise en crise. On dit souvent, dans les questions préalables que certains d'entre vous ont peut-être vues, est-ce qu'avant c'était mieux? Pour nous, peut-être. Pour bien des gens qui vivaient à cette époque-là, la réponse est non. Quand on était au Moyen Âge, c'était pas nécessairement une belle époque pour ceux qui vivaient là, pour toutes sortes de raisons. Et pourtant, même à cette époque, il y avait des choses extraordinaires qui se produisaient. Est-ce que c'est mieux aujourd'hui? Non. On a nos difficultés parce qu'on est à une autre époque. Donc, c'est toujours délicat de comparer les époques les unes par rapport aux autres. Premièrement, parce qu'on n'a pas vécu aux autres époques, donc on ne sait pas vraiment ce qui s'y passait. Je ne suis pas sûr que j'aurais eu envie d'être malade au Moyen Âge et de subir ce qu'on appelle la saignée pour guérir tous mes maux. On a quand même des avancées technologiques très intéressantes, mais il y a toujours le revers de la médaille. Alors oui, les crises sont la base de l'évolution humaine, mais encore une fois, crise, rappelons-nous, occasion de croissance. Crise, désorganisation qui favorise une réorganisation. C'est dans ce sens-là que je dis que les crises sont la base de l'évolution humaine. Est-ce que c'est nécessaire de vivre des crises pour évoluer? Non. Est-ce que c'est nécessaire de les provoquer? Non. Est-ce que je peux les éviter? En partie. Est-ce que je peux mieux les traverser? Oui, en fonction de tout ce dont nous parlons aujourd'hui. Peut-être que voir le monde comme un jeu d'évolution de conscience plutôt comme un jeu de bataille pour la survie est une façon réconfortante d'appréhender le monde. Oui, si j'appréhende le monde comme étant une jungle, je vais vivre dans une jungle. Si j'appréhende le monde comme un lieu d'apprentissage, un lieu d'expérience, je vais vivre des expériences. Ces expériences seront-elles toujours positives? Non. Seront-elles parfois douloureuses? Oui. Mais si effectivement je considère que je suis dans une grande école d'apprentissage, je vais accueillir avec davantage de respect ces expériences-là. Je vais davantage essayer de composer avec elles plutôt que de pester contre ce que la vie m'apporte. Mais nous sommes humains et nous avons des limites. Je vais prendre encore 2 ou 3 questions parce que je vois que le temps passe très, très rapidement. Admettons que chacun est responsable de l'avenir. Que pouvons-nous faire? Agir au présent du mieux que nous pouvons. Faire ce qu'en toute conscience, nous pensons qui va contribuer à faire avancer à la fois notre vie personnelle, la vie des autres et la vie de l'humanité. La plus grande illusion que nous avons à combattre à notre époque, c'est l'illusion de séparation. Nous nous concevons comme étant séparés des autres, séparés du monde, ce qui nous amène effectivement souvent dans une attitude de combat, dans une attitude d'affrontement. Lorsque nous concevons que nous sommes une partie intégrante de ce monde-là, et quand je dis monde, c'est à la fois la nature, à la fois toutes les autres espèces vivantes sur la planète, à la fois nous-mêmes, quand nous concevons que tout ça forme un tout et que chacun de ces éléments-là a une influence sur le tout, et que nous pouvons donc, aussi petite soit-elle, avoir une influence sur ce tout, nous changeons notre façon de voir, nous changeons notre façon d'appréhender la vie et nous changeons notre vision du monde en faillite, disons ça comme ça. Encore 1 ou 2 questions. Ne pensez-vous pas que la façon de répondre est de se connecter à l'Esprit divin? Sanctum Céleste, c'est ça. Et à partir du moment où en esprit est clair d'attendre, je vais essayer de... Oui, c'est-à-dire que tout à l'heure, on pourrait dire, ça c'est une vision rosicrucienne, c'est probablement quelqu'un qui est rosicrucien qui pose la question. Sanctum Céleste, c'est un des concepts qui est utilisé à l'intérieur de l'ordre de la Rose-Croix à Morte. C'est un lieu particulier, une espèce de lieu où les consciences activent une énergie particulière qu'on peut utiliser à la fois pour se réconforter ou pour utiliser, encore une fois, en termes d'aide à l'humanité, d'aide aux gens qui ont des problèmes. Encore une fois, c'est une vision.
Si je crois que le monde est séparé, si je crois que la conscience n'existe que dans le corps et dans le cerveau, un concept comme le sanctum céleste n'aura pas de sens pour moi. Si je ne crois pas que la pensée peut influencer au-delà du corps, ce concept-là, encore une fois, ne sera pas utile pour moi, ne sera pas crédible. Mais encore une fois, on n'est plus à l'époque où on a à dire est-ce que l'esprit peut influencer au-delà du corps? Ça a été largement démontré. On n'est plus à l'époque où on a à se poser cette question-là. On est à l'époque où on a essayé de découvrir comment ça se fait et comment on peut nous-mêmes y arriver dans une certaine mesure. Bien entendu, ceux que je vais appeler les scientistes disent que cela n'existe pas, disent que ce n'est que foutaise. Or, quand on regarde les méta-analyses qui remontent les recherches des 50, des 60 dernières années, c'est une façon de le voir, il y a plein d'autres façons de le voir, et qui font juste ce qu'on appelle le décompte statistique de la probabilité d'influence dans différents types d'expériences, eh bien, la réponse est indéniablement oui. Il y a un effet de la pensée qui est au-delà du corps, au-delà de la présence immédiate avec une autre personne. Donc, notre conscience est le maître mot à retenir. Il y a encore d'autres questions auxquelles je ne pourrai pas répondre. Je vais tenter peut-être, après la présentation, de placer sur le site Amorque du Québec certains éléments de réponse là, aux questions auxquelles je n'aurais pas pu répondre. Alors, je vous remercie d'emblée de votre participation. Les questions arrivaient très, très rapidement, mais j'ai été conscient donc d'y répondre de façon très sommaire. Je suis conscient qu'il y a tellement d'autres nuances qui auraient eu à être faites. Malheureusement, le temps ne nous permet pas de faire cela. Ce qui est important, comme je vous disais d'emblée, ce n'est pas les réponses que je vous ai apportées. C'est les réflexions que cela va susciter chez vous, c'est les questions que cela va susciter chez vous. Et ce que je souhaite de tout cœur, c'est que vous n'ayez pas juste participé ou assisté à une rencontre et que vous placiez ça de côté en reprenant votre vie comme si de rien n'était. Mais ce que je souhaiterais le plus sincèrement possible, c'est que vous utilisiez cette réflexion-là pour alimenter la vôtre. Vous pourrez donc revisionner en différé cette présentation qui va être placée, entre autres choses, sur le site Facebook Amorque et sur le site Amorque du Québec. Alors donc, vous pouvez consulter d'ailleurs régulièrement ces sites pour être informé des différentes manifestations, que ce soit dans le cadre de l'URCI ou dans le cadre de conférences de différentes natures, pour effectivement, si ça vous intéresse, partager les réflexions avec vous. Alors, je vous dis encore une fois merci et vous souhaite la meilleure des réflexions possibles et vous indique que nous nous reverrons probablement à un autre moment.